Disneyland, le royaume enchanté, là où les rêves prennent vie, où les enfants rient, où les adultes retrouvent un peu de leur innocence perdue. Mais derrière les parades étincelantes, les manèges colorés et les costumes de princesse, il y a une autre réalité. Une réalité que peu de gens connaissent, et que Disney préférerait que vous ignoriez. Des disparitions inexpliquées, des accidents mortels, des tragédies soigneusement étouffées, des employés qui affirment avoir vu des choses qu'ils ne peuvent expliquer, et parfois des visiteurs qui n'en sont jamais ressortis. Bienvenue dans l'envers du décor. Aujourd'hui, je vous amène dans les zones d'ombre de Disneyland Paris. Aujourd'hui, je vous emmène dans les zones d'ombre de Disneyland. Là où la magie laisse place au mystère, et parfois à l'horreur. Alors si aujourd'hui je vous parlais des terribles histoires qui se cachent derrière les parcs Disneyland, ça vous intéresse ? Imaginez, vous montez à bord d'une barque, doucement portée par l'eau sombre. Des chants de pirates résonnent dans les tunnels. Des voix mécaniques rient. Des lanternes vacillent. Tout semble parfaitement orchestré. Mais au fond de cette attraction culte, un secret plane depuis des décennies. Certains employés refusent d'y travailler seuls. D'autres affirment avoir entendu des voix, vu des objets se déplacer tout seuls, ou des systèmes tomber en panne sans aucune explication. Et tous évoquent un seul et même nom, George. Un fantôme discret mais capricieux. Un esprit qui, dit-on, veille encore sur les lieux de sa mort, et exige qu'on le respecte. Selon la légende, George était un ouvrier qui est décédé durant la construction de l'attraction, soit écrasé par une poutre, soit tombé du haut de la scène de la ville enflammée, dans les années 70. Chaque matin, les employés commencent leur journée en disant « Bonjour George » et à la fin de la journée, « Au revoir ». Et ils disent aussi « Abonne-toi à la chaîne ». Fais-le, on sait jamais. La tradition est censée éviter les pannes inexplicables. Attractions stoppant par surprise, lumière vacillante, porte qui s'ouvre ou chancelle toute seule, ou appel muet dans la salle de contrôle. Selon certains témoignages, si George est ignoré, la journée est maudite, entrecoupée de dysfonctionnements. La tour visible dans la scène de la ville en flammes est surnommée la tour de George. On prétend que si une lumière est visible dedans, cela signifie qu'il est présent, et que la tour allumée annonce souvent des problèmes à venir. La petite porte, près du chien dans la prison, est surnommée la porte de George. Les employés veillent toujours à la fermer, car l'avoir ouverte est un signe de dysfonctionnement à venir. Visiteurs et employés rapportent des frissons soudains, une présence ressentie, voire un toucher invisible, notamment proche de la scène de la ville enflammée. George est devenu une petite célébrité pour les employés de l'attraction, même si c'est plus souvent sur le ton de la blague. Cependant, certains éléments prouveraient que George hante bel et bien l'attraction, notamment cette photo prise en 2010, où la forme fantomatique proche des visiteurs est considérée comme beaucoup comme étant le fantôme du fameux George. Alors vous vous en doutez, il n'y a aucune preuve formelle d'un George ayant perdu la vie dans l'attraction. Mais la légende est tout de même entretenue par les employés et les visiteurs fidèles. Car dans un décor peuplé de squelettes et d'ombres, un vrai fantôme serait vraiment dans le thème. Lorsque Disneyland a ouvert ses portes en 1955 en Californie, c'était un projet révolutionnaire. Walt Disney voulait créer un lieu magique, sécurisé et propre, où les familles pourraient vivre des aventures immersives. Le parc était soigneusement planifié. Mais dans les premières années, comme tout projet d'envergure, il n'était pas à l'abri d'incidents. Parmi les premières attractions phares figurait Matterhorn Bobsleigh. Ouverte en 1959, cette montagne russe, inspirée du Cervin suisse, était l'une des premières à combiner une structure de montagne artificielle avec des véhicules rapides. Elle représentait une innovation technique pour l'époque. Mais comme souvent avec les nouvelles technologies, les systèmes de sécurité n'étaient pas encore parfaitement optimisés. Mark Maples était un adolescent de 15 ans, et comme la plupart des jeunes de son âge, il aimait les sensations, les attractions et les nouveautés. Et le 22 mai 1964, il s'est rendu à Disneyland avec des proches. Et il était donc ce jour-là en quête de sensations fortes. Et il va pas être déçu. Enfin, si, un peu quand même. Et ce jour-là, Mark est monté dans l'une des attractions les plus prisées de l'époque, le Matterhorn Bobsleigh. Selon les témoignages et les rapports ultérieurs, alors que le bobsleigh avançait à vive allure, dans les courbes de la montagne artificielle, Mark Maples s'est redressé dans son siège,
essayant vraisemblablement de se tourner ou de se lever. Certains rapports indiquent qu'il a tenté de se tenir debout ou de changer de place. Mais l'attraction allait vite, très vite. Les virages sont serrés, la force centrifuge très puissante, et Mark a été projeté hors du véhicule alors que celui-ci prenait un virage abrupt. Il a été violemment projeté et a percuté la structure, ce qui a provoqué des blessures critiques. Les secours ont été appelés immédiatement. Il a été transporté à l'hôpital, où il a succombé à ses blessures plusieurs jours plus tard. L'enquête menée a conclu que l'accident était principalement dû à la mauvaise conduite du visiteur, c'est-à-dire une violation des règles de sécurité. Et à l'époque, les harnais ou les ceintures de sécurité n'étaient pas aussi sophistiqués que maintenant. Disneyland n'a pas été tenu pour responsable dans ce cas. Cependant, l'accident a marqué un tournant dans la réflexion sur la sécurité des attractions. Même si les passagers doivent suivre les règles, les concepteurs d'attractions ont compris qu'il fallait anticiper les comportements humains, parfois imprudents, et concevoir des systèmes qui empêchent physiquement de telles actions. L'histoire de Mark Maples est l'un des premiers accidents mortels au sein des parcs Disneyland. Elle est moins connue que d'autres incidents un peu plus récents, peut-être parce qu'à l'époque, Disney avait un contrôle total sur la communication entourant le parc. L'objectif était clair, préserver l'image de Disneyland comme étant un endroit festif et comme étant l'endroit le plus sécurisé et magique du monde. Disneyland, le lieu le plus joyeux au monde. Un royaume féerique où tout est soigneusement contrôlé, où la magie règne et où l'imprévu n'a pas sa place. Mais parfois, la réalité s'insinue dans l'illusion. Parfois, un événement vient briser ce décor en carton-pâte. Le 12 avril 2025, alors que les visiteurs profitaient d'une douce soirée printanière, dans New Orleans Square, un homme est apparu. Tout nu. Ouais. Grimpant sur le toit de Tiana's Palace. Hurlant, gesticulant, sous les yeux médusés des familles et des enfants. Et il a transformé ce coin paisible en scène de chaos. Un homme âgé d'environ 38 ans, originaire du Canada, est entré dans Disneyland dans une soirée très fréquentée. Il s'est déshabillé, complètement, et a commencé à se promener nu dans New Orleans Square. À un moment, il a grimpé sur le toit ou le balcon de Tiana's Palace, agitant les bras, criant et apparemment en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogue. Les cast members, avec l'aide d'agents de sécurité en civil, ont immédiatement évacué les visiteurs à proximité. Des familles retenant les enfants, tandis que les personnes bousculées racontent une atmosphère de panique contrôlée. Les forces de l'ordre sont intervenues vers 22 h pour aider la sécurité du parc à maîtriser l'individu. L'homme a été placé en détention, accusé de délit de nudité publique, d'intrusion et d'être sous l'influence de substances. L'homme nu du Tiana's Palace est un épisode hautement perturbateur, et ce genre de scène reste préoccupante pour l'expérience visiteur au sein des parcs, et souligne l'importance d'une vigilance continue au sein des parcs à thème. L'île de Tom Sawyer à Disneyland évoque pour beaucoup un lieu paisible, propice à l'aventure et à l'imagination. Inspirée de l'univers de Mark Twain, elle est conçue comme un terrain de jeu grandeur nature pour les enfants et les familles, avec ses grottes, ses ponts suspendus, ses sentiers mystérieux et ses décors rappelant les rivières du Mississippi. Pourtant, derrière cette apparence bucolique, Tom Sawyer Island a été le théâtre de plusieurs accidents tragiques au fil des décennies. Ouverte en 1956, à peine un an après l'inauguration du parc à Anaheim, Tom Sawyer Island est situé en plein cœur de Frontierland, au milieu de la Rivers of America. On y accède uniquement par des petits radeaux motorisés. L'île est conçue comme un lieu d'exploration libre. Les visiteurs peuvent y courir, grimper, ramper dans les cavernes ou se perdre dans des labyrinthes de roches et de végétation. Mais justement, cette liberté, rare dans un parc à thème, a également posé des problèmes de sécurité, notamment à une époque où la surveillance était beaucoup moins stricte, les infrastructures moins sécurisées, mais les comportements imprudents plus fréquents. Même si les gens sont encore très cons aujourd'hui, je vous rassure. Le premier accident mortel connu de Tom Sawyer Island s'est produit en juin 1973. Ce jour-là, deux jeunes frères, dont l'aîné s'appelait Ricky Lee Yama, âgé de 18 ans, visitaient le parc avec leur famille. En fin de journée, après la fermeture de l'île, les deux garçons décidèrent d'y rester pour s'y cacher jusqu'à la tombée de la nuit. Un acte de bravade typique, mais très dangereux. Lorsque les employés du parc ferment l'île au public, ils ne remarquent pas les deux garçons. Les deux jeunes restent donc seuls sur Tom Sawyer Island, sans supervision ni sécurité. Une fois la nuit tombée,
il décide de quitter l'île en nageant à travers la Rivers of America, un bras d'eau artificiel, mais profond et avec du courant. Ricky prend son petit frère de 10 ans sur son dos pour traverser à la nage. Mais à mi-chemin, il s'épuise et commence à couler. Il demande alors à son frère de continuer à nager, il parvient à rejoindre la rive. Mais pas Ricky. Ricky, lui, disparaît sous l'eau, et son corps est retrouvé le lendemain sans vie. Cet accident soulève de vives critiques sur la sécurité du parc, notamment le manque de patrouilles sur l'île en fin de journée, mais cela n'a pas empêché un autre accident de se produire. 10 ans plus tard, un incident quasi identique se produit, soulignant des lacunes persistantes dans la gestion de la sécurité. En juin 1983, Philip Strogan, âgé de 18 ans, visite le parc avec un ami. En soirée, les deux garçons consomment de l'alcool, ce qui est pourtant interdit sur le parc, et décident d'explorer l'île après sa fermeture. Ils se cachent, comme les deux garçons de 73, et attendent que la nuit tombe. Vers 22 h, ils prennent la décision de quitter l'île à la nage, pensant qu'il s'agit d'un défi amusant. Mais comme en 73, les conséquences sont dramatiques. L'ami de Philippe parvient à rejoindre la berge, mais Strogan, lui, disparaît dans l'eau. Son corps est retrouvé le lendemain matin dans les mêmes eaux tranquilles, qui se révèlent une fois de plus mortels pour les imprudents. Et après 2 accidents mortels dus à des noyades sur l'île, Disney a modifié en profondeur la gestion de Tom Sawyer Island et de sa surveillance. Une surveillance accrue par les cast members en fin de journée. Il y a aussi eu des campagnes de sensibilisation aux règles de sécurité, une présence accrue de caméras de surveillance sur l'île autour des berges. En 2007, l'île est partiellement rethématisée et devient Pirates Lair on Tom Sawyer Island, pour profiter du succès des films Pirates des Caraïbes. L'environnement devient plus théâtral, mais aussi plus sécurisé, avec des zones mieux balisées, des effets lumineux et sonores pour prévenir les accidents, et des parcours retravaillés pour éviter les pièges ou angles morts. L'île de Tom Sawyer représente un paradoxe, un lieu censé incarner l'aventure enfantine, la liberté et l'imaginaire, mais qui a aussi connu des drames bien réels. Les 2 noyades ont marqué un tournant dans la façon dont Disney gère ses espaces ouverts et son rapport à la sécurité passive. Bon, maintenant passons à quelque chose de plus léger. Vous aimez Disney? Ouais! Vous aimez It's a Small World? Ouais! Vous aimez les mecs à poil? Ouais! It's a Small World est l'une des attractions les plus emblématiques de Disneyland. Créée pour la Foire internationale de New York en 1964, avant d'être déplacée dans le parc de Anaheim, elle se distingue par sa musique entraînante, ses poupées animées représentant les cultures du monde, et son atmosphère joyeuse et enfantine. C'est une attraction prisée par les familles avec des jeunes enfants. Mais ce dimanche 26 novembre 2023, la promenade tranquille en bateau a laissé place à un cauchemar. Alors que le bateau circulait lentement sur les canals intérieurs, l'un des visiteurs s'est soudainement levé. Selon plusieurs témoins, il semblait agité et confus, et parlait de manière incohérente. Puis, sans raison apparente, il a sauté en dehors de l'embarcation, en plein milieu du parcours, déclenchant des cris de surprise et de panique autour de lui. Peu après avoir quitté le bateau, l'homme a commencé à retirer ses vêtements, progressivement, avançant à travers les décors de l'attraction. Il s'est promené nu, entre les automates, parfois en enjambant les décors miniatures, parfois en marchant dans l'eau artificielle du canal. La célèbre chanson, habituellement diffusée en boucle dans l'attraction, a soudain été interrompue, un signe que les opérateurs avaient coupé le système pour assurer sa sécurité. Plusieurs visiteurs ont filmé la scène, la diffusant rapidement sur les réseaux sociaux. On peut y voir l'homme marchant lentement et calmement, comme s'il était dans un état second. Il semble même boire de l'eau du canal à un moment donné. D'autres vidéos le montrent s'approchant dangereusement des éléments mécaniques de l'attraction, au milieu des poupées et des effets lumineux. La scène a suscité une vive réaction de la part du public présent. D'autres visiteurs, plus choqués qu'amusés, ont partagé leur incompréhension face à l'événement. Sur plusieurs publications Twitter, plusieurs messages évoquaient un sentiment de malaise général dans l'attraction. Certains ont d'abord cru à une blague, voire une performance artistique, avant de comprendre qu'il s'agissait véritablement d'un comportement erratique et non contrôlé. La sécurité de Disneyland est intervenue en quelques minutes, l'homme, toujours nu, a été immobilisé puis escorté hors de l'attraction par plusieurs agents. Il n'a opposé aucune résistance. Et des photos prises à ce moment-là montrent l'individu menotté, recouvert d'une couverture de fortune, pour préserver un minimum de dignité. La police a ensuite pris le relais. Les officiers ont indiqué que l'individu
semblait être sous l'effet de substances stimulantes. Il a été transporté à l'hôpital pour évaluation psychiatrique et médicale avant d'être, officiellement, placé en détention. Le contrevenant, dont l'identité n'a pas été révélée, est un homme de 26 ans de nationalité canadienne. Il a été inculpé pour exhibition sexuelle en public et possession de substances. Et les autorités ont mentionné qu'il pourrait être interdit à vie du parc. Ah ouais, c'est bizarre ça. L'attraction a été fermée pendant un peu plus d'1 heure, le temps de nettoyer les lieux, de vérifier la sécurité du parcours et de rassurer les visiteurs. Allen James Ferris avait 37 ans. Il venait de Rochester, dans l'état de New York, et à première vue, rien ne le distinguait vraiment des autres. Mais derrière cette façade, se cachait un homme profondément brisé. Pendant 8 longues années, il avait entretenu une relation avec une femme qui travaillait pour Disney World, dans le parc Epcot. Une relation intense, mais manifestement instable, qui allait connaître une fin brutale et douloureuse. 6 semaines avant le drame, sa compagne décide de mettre fin à leur relation. Et Ferris vit cette séparation comme une trahison insupportable. Et il sombre rapidement. Quelques jours plus tard, il tente de mettre fin à ses jours en se sectionnant les poignets. Il est hospitalisé, soigné, puis quitte New York, pour se rendre en Floride dans l'espoir de, peut-être, reconquérir son ex. Mais ce qu'il attend à Disney n'a rien d'un happy ending. Nous sommes le 12 septembre 1992, un samedi soir. Le parc Epcot vient tout juste de fermer ses portes. Les derniers visiteurs sont partis, et le personnel commence à ranger les lieux. La zone est calme, paisible, mais ça ne va pas durer. Aux alentours de 22h45, Allen J. Ferris parvient à pénétrer dans le parc. Il n'est pas venu les mains vides. Il est armé d'un fusil à canoncier. Sa cible est claire. Il veut retrouver son ex-petite amie. Et pour cela, il est prêt à tout. Il croise un agent de sécurité, et sans sommation, il lui tire 3 fois dessus. L'agent est gravement blessé, mais il va survivre. Ferris poursuit sa route et tombe sur 2 autres agents de sécurité. Il fait feu, cette fois-ci sans réussir à les toucher, mais finit par les prendre en otage. Et il les conduit dans des toilettes à proximité. À ce moment-là, la féerie de Epcot se transforme en cauchemar. L'homme est déterminé. Il exige qu'on lui amène son ex-compagne, qu'il pense pouvoir convaincre ou confronter. Le personnel de sécurité tente de le calmer, de gagner du temps, et des policiers sont appelés sur les lieux. Quelques minutes plus tard, Ferris relâche les otages. La tension est à son comble. Les négociations échouent. Allen comprend que ses chances de revoir celle qu'il aime sont nulles. Dans un ultime geste de désespoir, il retourne l'arme contre lui et se tire une balle dans la tête. Le drame est immédiatement couvert par la presse locale, mais Disney, fidèle à sa politique de discrétion sur les incidents internes, minimise l'affaire. Aucun visiteur n'était présent au moment des faits. Aucun civil, à part le personnel, n'a été touché. Le tir sur le premier agent de sécurité aurait pu être fatal, mais il a survécu à ses blessures. Pourtant, cette affaire soulève plusieurs questions. Comment Ferris a-t-il pu accéder au parc après sa fermeture, et surtout armé? Comment un homme manifestement en détresse psychologique a pu se retrouver seul, armé, dans l'un des lieux les plus surveillés du pays? Et surtout, qu'a-t-il espéré, en venant armé, à la fermeture du parc, retrouver son ex-petite amie? Au fil des semaines, les journaux publient quelques articles, mais rapidement, l'affaire disparaît des radars. Comme si Disney avait voulu que ce cauchemar soit oublié. Et d'une certaine façon, ça a marché. Peu de gens se souviennent aujourd'hui d'Allen J. Ferris. Son histoire n'est pas celle d'un tueur de masse, ni celle d'un criminel planificateur. C'est celle d'un homme, consumé par une souffrance émotionnelle qu'il n'a jamais réussi à gérer. Un homme qui s'est laissé happer par l'obsession, la dépression, et l'idée erronée que la violence pourrait résoudre ce qu'il ressent comme une injustice. Et le drame de Epcot a permis au parc Disneyland de renforcer leur sécurité, notamment après les heures de fermeture. Et des mesures de sécurité beaucoup plus importantes ont été mises en place pour éviter ce genre d'intrusion. Mais ce que ce drame nous apprend, c'est que derrière chaque histoire violente, il y a souvent un effondrement personnel, une détresse invisible, un appel à l'aide souvent ignoré. On pense souvent que Disney, c'est un monde à part, un univers protégé, figé dans la magie et l'innocence. Mais derrière chaque attraction, chaque parade, il y a des coulisses, des histoires moins reluisantes, parfois tragiques, parfois étrangement silencieuses, des fantômes qui refusent de partir, des drames soigneusement étouffés, des secrets que les employés ne racontent qu'à voix basse, une fois les portes closes. Parce qu'aussi bien huilé que soit le rêve, il reste humain. Et l'humain, lui, n'échappe jamais à ses ombres.
Alors la prochaine fois que vous allez visiter un parc Disneyland, regardez autour de vous, écoutez, ressentez. La magie est peut-être là, mais qui sait ce qui se cache juste en dessous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si celle-ci vous a plu, je vous invite à laisser un commentaire constructif, à laisser un like, à voir les autres vidéos de la chaîne et à vous abonner. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.